Un petit aperçu de mes deux invités. Par la suite, je vais leur céder la parole. Alors, ma première invitée, c'est Madame Caroline Boidet, qui est écrivain et poète. Elle a à son actif une dizaine de productions romanesques, poétiques, essayistes aussi. Voilà. Elle a eu aussi pas mal de prix à succès. Alors, on va commencer par quelques titres. En roman, on a comme un veilleur attend l'aurore. On a les impurs et on a l'exil pour l'illusion. Pour les récits, c'est plutôt convoyeur de la mort et l'amour aura tes yeux. En poésie, on peut lire Pivoine au point nu, voix d'encre, qui a été édité en 2014. Alors sinon, elle a eu à son actif plusieurs prix littéraires, dont le prix Renaudot, d'accord, sur le titre Les Impurs, c'est ça? Ah, ok. Alors, du côté de Madame Boidet, on va plutôt découvrir la langue française par rapport à ses productions, puisqu'elle est créatrice et elle est productrice de textes et elle fait beaucoup d'ateliers d'écriture, elle écrit énormément avec plein de partenaires. Donc on va plutôt découvrir la langue française par rapport à une production purement littéraire ou scripturale. Alors maintenant, on va passer à Madame Amina Bouki, qui est maître de conférence en littérature arabe à l'université de Gé. Alors, Madame Bouquet, elle est plutôt très passionnée par la littérature arabe médiévale. Tout ce qui est en rapport avec les traductions. Il y a aussi, disons, la culture arabe pour les minorités. Voilà, si on pourrait éventuellement ouvrir une petite parenthèse. Et disons qu'elle est une amoureuse de la littérature algérienne. Et de son point de vue, on va essayer de traiter son rapport à la langue arabe par rapport à notre littérature algérienne. Voilà. Sans trop tarder, je cède la parole à mes invités pour ouvrir la rencontre sur la thématique. Voilà. Alors juste en quelques mots, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, oui, vous nous demandiez à Amina juste de poser un peu cette thématique de quelle langue sommes-nous faits. Alors ce thème nous est venu parce que Amine Deras, que je salue d'ailleurs aujourd'hui, qui est là et qui est à l'origine vraiment de notre rencontre et de cette tournée autour de ce sujet, m'a parlé de ce travail que vous avez vu hier, ce documentaire Mauvaise langue de Nabil Wakin. Ça a été un vrai choc pour moi et je me suis plongée ensuite dans son livre que je vous invite à lire aussi, qui s'appelle L'arabe pour tous. Nabil, que j'ai fini même par rencontrer tellement le sujet me passionnait. Et donc lui, pour le dire assez rapidement, il est né au Liban. À 4 ans, à cause de la guerre civile, il a dû partir avec sa famille et s'installer en France. Et cette langue arabe qu'il maîtrisait jusqu'à 4 ans l'a quitté. Et alors, on se parle, il ne sait plus parler arabe. Et donc, au fond, il essaye de... Voilà, ça a suscité en lui beaucoup de sentiments, et notamment la honte. Il se trouve qu'avec Amina, on se connaît depuis 15 ans. On est à nous seuls un pont par-delà la Méditerranée. On s'est rencontrés dans une bibliothèque à Constantine, qui est une ville dont nos familles sont originaires. Et moi, je venais sur les traces de ma famille, et elle était très imprégnée de ses absents, au fond. Donc voilà, nous essayons à nous deux d'être ce pont-là. Et donc, de quelle langue sommes-nous faits? C'est tout ce qui nous traverse, à la fois nous, mais plus largement, voilà, nous tous. Les histoires qui nous traversent. Voilà, un peu d'où venait cette thématique. Alors, pour commencer, je veux dire, qu'est-ce qu'une langue maternelle? Oui, en effet, commençons par là. Donc, qu'est-ce qu'une langue maternelle? Une langue maternelle, c'est la langue la plus archaïque en nous. C'est la langue avec laquelle nous faisons corps. C'est la langue que nous avons entendue dans le ventre de notre mère. Alors, ça peut être aussi deux langues. Ça peut être la langue de la mère et la langue du père. Mais c'est en effet le bain profond, archaïque dans lequel nous avons baigné, tous. Mais ça peut être aussi une langue qui peut être une langue muette, qui peut être un langage muet. Je pense notamment... alors je me suis appuyée en réfléchissant à cette question qui m'a, vous l'avez senti, passionnée, je me suis plongée dans la littérature, et notamment dans ce texte que je vous invite à lire aussi, qui s'appelle Mère de Wajdi Mouawad. Wajdi Mouawad, vous le connaissez sans doute.
C'est un dramaturge né au Liban, qui a aussi quitté le Liban en catastrophe pendant la guerre civile, et ils se sont installés avec sa mère au Québec, puis ensuite en France. Et donc pareil, cette langue l'a quitté, il ne parlait plus arabe très vite, mais dans Mère, il célèbre sa mère, justement, sa maman qui a disparu, et il la célèbre à travers la cuisine. Et c'est vrai que la langue maternelle peut passer aussi par la cuisine, donc ce livre est émaillé de recettes de sa maman, le taboulé, le houmous, les feuilles de vigne, etc. Le café turc aussi est un langage à lui tout seul. Elle lui disait « Retourne ta tasse, je vais te lire l'avenir ». Mais la langue maternelle, c'est aussi les chants, les berceuses qu'on a tous entendus enfants. Ça peut être aussi un parler, ça peut être un accent, ça peut être des expressions particulières. Donc la langue maternelle, c'est aussi une compréhension muette, au-delà des mots. C'est le langage des émotions, c'est le langage des corps. Mais cette langue maternelle peut aussi devenir pour nous-mêmes une langue étrangère. Et là, j'aimerais m'appuyer sur un texte qui nous relie beaucoup avec Nabil et que j'ai trouvé assez remarquable, qui est En d'autres mots. Donc c'est vrai que moi, je vais m'appuyer pas uniquement sur la littérature française, la littérature du monde. J'essaye un peu d'élargir la question de la langue, les langues qui nous traversent. Et donc, on n'est pas les seuls. Il n'y a pas que la France et l'Algérie qui est traversée par cette question de l'exil, évidemment, et des langues perdues. Et elle écrit Jhumpa Lahiri, donc je vous dis en quelques mots. Jhumpa Lahiri vient d'une famille, sa mère est née à Calcutta, elle est née dans la langue du bengali. Elle grandit à Londres, puis elle s'installe aux États-Unis. Donc le bengali vient en conflit avec la langue anglaise. Elle devient aux États-Unis une autrice à succès. Et puis elle s'éprend pour une troisième langue, qui est la langue italienne. Et dans ce texte, elle parle de cette langue maternelle devenue une langue étrangère, qui est aussi le cas de Nabil, qui est le cas de beaucoup d'entre nous, qui est le cas de Wajdi Mouawad dont je parlais. Je pense à ma mère qui écrit de la poésie en bengali en Amérique. Depuis presque 50 ans qu'elle s'y est installée, elle n'a pas pu trouver un livre écrit dans sa langue. Ma langue maternelle, le bengali, est une langue étrangère en Amérique. Quand on vit dans un pays où sa propre langue est considérée comme étrangère, on peut ressentir un sentiment d'étrangeté permanent. On parle une langue qui semble secrète, inconnue. Il manque une correspondance entre la langue et l'environnement. Un manque qui crée une distance à l'intérieur de soi. Dans mon cas, il y a une autre distance, un autre schisme linguistique. Je ne connais pas le bengali à la perfection. Je ne sais ni le lire ni l'écrire. Je le parle avec un accent, sans assurance, comme si c'était une seconde langue. Si bien que j'ai toujours perçu une disjonction entre lui et moi. Par conséquent, je pense que ma langue maternelle est aussi, paradoxalement, une langue étrangère. Et cette étrangeté peut aller jusqu'à un reflux de la langue en nous, un reflux de la langue maternelle en nous, c'est-à-dire cette langue qui nous quitte, dont je viens de parler à l'instant. Nabil Wakim qui perd son arabe, Aaron Appelfeld, venu d'Ukraine, arraché à son pays à cause de la guerre, qui perd l'allemand, sa langue maternelle, celle aussi des bourreaux qui ont tué sa mère, celle de l'assassin, etc. Donc, on voit que cette question est universelle, mais Amina, quand je te disais ça à Constantine, tu me disais, tu as immédiatement pensé à Assia Djebar, qui, elle, conquiert le français tout en célébrant la culture arabe. Oui, c'est ça. Le français était pour Assia Djebar une écriture de fuite, mais comment l'arabe, la culture arabo-musulmane était manifestée dans ses œuvres. Alors elle dit dans son roman L'amour de la Fantasia, « Quelle est ma langue, mère disparue, qui m'a abandonné son trottoir et s'enfuit, sous les poids des tabous que je porte en moi comme un héritage. Je me trouve désertée des chants d'amour arabe. » Alors, la langue arabe ici est liée au chant d'amour. Et combien Assia Djebar a beaucoup souhaité qu'elle voit ses romans en arabe. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pu que traduire un seul roman de ses romans.
Et pas loin de Siège Bar, Malik Haddad. Malik Haddad aussi, il voit aimer, c'est aimer en arabe. Alors il dit dans son roman Je t'offrirai une gazelle, je t'aime, en arabe, c'est un verbe qui dépasse l'idée. Alors ici, l'écrivain recourt donc la langue maternelle ou bien la langue arabe. Le verbe aimer est vraiment très profond et différent si on traduit dans une autre langue. Et aussi en littérature algérienne, et cette fois-ci arabophone, c'est Ahlam Starani. Je suis liée à l'adore. Donc, qu'est-ce que. Bon, Ahlam Starani, auteure algérienne qui a eu beaucoup de prix. Elle a publié son premier roman, Dakirat al-Jassad, La mémoire du cher, en 1993. Et imaginez que son premier roman, elle était accusée premièrement que ce n'est pas son roman, pour deux choses. Premièrement, elle est algérienne. Comment une Algérienne écrit avec cette belle langue arabe? Et deuxièmement, elle est femme. Et comme le héros est un homme, comment elle a pu écrire les sentiments, les profondeurs d'un homme? Alors, elle était accusée au début que son roman, ce n'est pas son roman. Mais après, c'était, voilà, l'écrivain algérien, qu'est-ce qu'elle peut faire avec et comment elle peut écrire en arabe avec une langue sublime, avec l'esprit politique et lyrique. Alors, ce texte pour la langue arabe, qu'est-ce qu'elle dit sur la langue arabe? Je vais lire en arabe et ensuite en français. ما كرحت أكتشف العربية من جديد، أتعلم التحايل على هيبتها، أستسلم لإغرائها السري، لتعريجها لإيحاءاتها. رحت أنحى